Vous faites le bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la Info Africa TV, cette vision positive de l'Afrique. Bienvenue à vous dans ce journal. Au sommaire de cette édition, candidature du président Macky Sall en 2024. Le secrétariat exécutif national de Benno Bokk Yakaar maintient le suspense et annonce tout de même un séminaire prochain pour choisir son candidat à la présidentielle de 2024. Rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid-19, la coalition Yewwi Askan Wi exige l'autosaisie du procureur de la République, l'opposition parlementaire en faveur de l'activation de la machine judiciaire. Enfin, coopération bilatérale, le Haut Conseil du dialogue social du Sénégal inspire la République chère de Guinée. Le ministre guinéen du Travail et de la fonction publique est venu solliciter les autorités sénégalaises pour un partage d'expérience. Reportage à suivre dans ce journal. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Candidature, oui ou non, du président Macky Sall pour la présidentielle de 2024. Le secrétariat exécutif national, la coalition Benno Bokk Yakaar, maintient le flou sur la candidature de leur mentor. Par ailleurs, le secrétariat exécutif de la coalition Benno Bokk Yakaar annonce un séminaire prochain qui sera présidé par le chef de l'État Macky Sall. Nous suivons successivement Mor Ngom et Zahra Iyane Thiam. L'élection présidentielle de 2024 se situe par conséquent à une étape cruciale de l'histoire de notre pays. En ce sens, qu'elle constitue une échéance décisive à franchir pour la poursuite et l'approfondissement du plan Sénégal émergent, le PSE, d'ici l'horizon 2035, mais surtout pour la consolidation de l'état de droit, la sauvegarde de la République et de notre modèle démocratique. Cette élection à venir devra permettre à la majorité, avec le candidat qu'elle aura investi, de consolider, de renforcer et d'élargir le score obtenu aux législatives et démontrer l'attachement des Sénégalais à une démocratie apaisée avec une majorité consciente des enjeux économiques du monde et de la sécurité de notre sous-région. Nous allons vers un séminaire qui, au-delà de la question de la candidature, discutera en profondeur sur les réformes que la coalition Benno Bokk Yakaar doit engager pour une victoire à l'élection présidentielle en 2024. Donc, le point central pour la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est d'avoir la victoire en 2024. Un autre élément qui est important, ça a été rappelé par le ministre Mor Ngom, nous aurons, nous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, certainement la latitude de proposer un candidat. Ça, ce qui est sûr, c'est cela. Benno Bokk Yakaar proposera un candidat. Donc nous demandons l'indulgence de nous laisser le choix de dire notre préférence pour la candidature et le moment venu, à l'issue du séminaire, vous aurez très certainement les conclusions de nos travaux. Mais ce qui demeure évident, c'est que Benno Bokk Yakaar aura un candidat en 2024 et nous travaillerons à ce que notre candidat puisse avoir la victoire, Inch'Allah. Le secrétariat exécutif national de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas passé sous silence le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19. Selon ses membres, l'exploitation qui doit être faite par la justice sur ce rapport le sera en toute indépendance et des actions idoines seront prises à l'encontre des personnes impliquées dans cette affaire. Aymirou Nying, membre du Benno Bokk Yakaar. La Cour a sorti un rapport qui est donc un rapport public. Ce rapport donc a désigné des personnes qui étaient chargées de gérer des fonds publics. L'exploitation qui doit être faite par la justice sera faite de façon à ce que si une personne est entachée dans sa gestion, qu'on puisse normalement prendre les sanctions idoines qui doivent se poser. Je suis à l'aise pour parler de ça, parce que vous avez parlé du trafic des passeports diplomatiques. Quand cette question s'est posée à l'Assemblée nationale, vous avez vu que le groupe Benno Bokk Yakaar a levé l'immunité parlementaire
des députés qui étaient incriminés. La justice a fait son travail et ils ont été condamnés. Seulement, la procédure n'est pas terminée parce qu'ils ont interjeté appel. C'est pour dire quand même que dans ce domaine, nous sommes parfaitement à l'aise. Parce que nous avons traversé des situations où des personnes qui étaient censées, même dans le domaine public simplement, prenons le cas de Sitor-Ndour, quand il a eu un problème avec la justice, personne ne l'a protégé. Et le juge a fait son travail. Mais il y a un principe qui est important, qui est le principe véritablement de la présomption d'innocence. Et puis toujours sur ce sujet, les républicains marginalisés de Touba critiquent la gestion de leur leader et chef de parti, le président Macky Sall. Ses partisans du chef de l'État ont condamné le rapport de la Cour des comptes qui accable plusieurs ministères et directions qui, au moment où les Sénégalais souffraient en silence, eux s'enrichissaient dans leur dos avec des fonds alloués à la pandémie. Le rapport de la Cour des comptes sur les fonds de solidarité force Covid-19 est désormais au centre des débats au Sénégal. Un coup de théâtre qui rend sans voix une bonne partie des Sénégalais. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi interpelle la justice et demande à ce que le procureur s'autosaisit de l'affaire. Honorable Ayib Daffé. La Cour des comptes a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour poursuivre le DAGE. Mais ce n'est pas que les DAGE, il y a aussi les ministres et le président de la République. Lui, il est hautement impliqué parce que c'est lui qui dirigeait. Il n'avait pas de Premier ministre à cette époque. Il dirigeait tout seul le Conseil des ministres et décidait ainsi de l'allocation des budgets. Donc le président et ses ministres sont les premiers responsables dans cette affaire. Nous demandons à la justice, au procureur de se saisir de cette affaire. Votre collègue Papa Alé est retourné en prison aujourd'hui dans une histoire montée de toutes pièces. Donc nous demandons à la justice, nous demandons en tout cas au procureur, nous autosaisir, en tout cas saisir, comme nous Cour des comptes demandé, parce que nous avons un collègue Papa Alé. Tentative de coup d'État en Gambie, le président Macky Sall et par ailleurs président de l'Union africaine a condamné fermement cet acte de déstabilisation du gouvernement gambien. De son ami et frère Adama Barrow, l'Union africaine rejette avec vigueur toute prise de pouvoir par les armes et reste solidaire au gouvernement gambien, a-t-il dénoncé dans un tweet. Je vous le disais, dans le sommet coopération bilatérale, le Haut Conseil du dialogue social du Sénégal, une inspiration pour la République chère de Guinée. Le ministre guinéen du Travail et sa délégation sont venus toucher du doigt le modèle sénégalais en matière de dialogue social. Julien Yombouno, puisqu'il s'agit de lui, a sollicité les autorités sénégalaises pour un partage d'expériences. Reportage. Le ministre guinéen du Travail et de la fonction publique, Julien Yombouno, accompagné d'une forte délégation, était en visite de travail ce 21 décembre au Haut Conseil du dialogue social. Dans le but de s'inspirer du modèle sénégalais, le ministre guinéen du Travail a rencontré la présidente de cette institution tripartite, Madame Innocence Ndiaye. Ce qui est important, les échanges ont démontré que nous avons également quelque chose à apprendre de la Guinée. Ce qu'il faut dire en ce qui concerne le dialogue social, c'est que la Guinée s'est dotée d'une institution tripartite et Monsieur le ministre a identifié cette institution parmi d'autres qu'il doit visiter. Je pense que nous avons beaucoup de problématiques en commun. Nous les avons donc partagées au cours des échanges. Nous avons partagé de la documentation et nous avons convenu de continuer justement cette collaboration au profit de nos États respectifs. La République de Guinée a récemment mis en place son Conseil national du dialogue. Ainsi, pour comprendre le modèle sénégalais, ses réussites et son fonctionnement, le ministre guinéen sollicite un partage d'expérience en matière de dialogue. Nous étions venus
pour voir comment vraiment la structure se présente, comment elle fonctionne. En résumé, nous avons pu, tout à l'heure lors de cette rencontre, savoir l'historique, le fonctionnement, la composition du Haut Conseil ici au Sénégal, le bilan, les perspectives, les contraintes. Tout cela a été déroulé très rapidement et de la façon la plus claire possible. Nous en avons pris note et les échanges se sont achevés par la remise à notre disposition, des supports qui nous permettront de mieux comprendre le fonctionnement de cette institution. Et nous allons en tirer profit, voir qu'est-ce que nous pouvons adapter chez nous pour que très rapidement, ce Conseil national de dialogue social qui a été longtemps sollicité en Guinée mais qui n'avait pas encore été mis en place, et au moment où il est donc en train d'être mis en place, qu'il puisse démarrer sur les chapeaux de roue et faire avancer le dialogue social, parce que nous sommes un pays aussi de conflits sociaux récurrents, parfois violents et permanents. Pour rappel, le Conseil du dialogue social est l'institution tripartite de dialogue social qui a entre autres plusieurs missions: procéder à des facilitations et à des médiations sociales entre les acteurs sociaux, appuyer et former les acteurs en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits sociaux. Et puis le promoteur Alioune Badara Thiam, plus connu sous le nom d'Econ, procède à la relance et au redémarrage effectif de son projet Econ City ce jeudi 22 décembre à Bodiène. Ce projet d'une ville intelligente de 1000 hectares a été annoncé pour la première fois au Sénégal par le Centre avec le ministre du Tourisme d'alors, Alioune Sarr, en 2018. Econ a aussi annoncé l'inauguration du centre socio-culturel et du terrain de basket de la dite localité. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, c'est l'international. L'affaire des 46 soldats ivoiriens, une délégation ministérielle est arrivée à Bamako ce jeudi. Et puis, malgré la livraison du patriote, Joe Biden, réticent à fournir certaines armes de pointe à l'Ukraine. Enfin, en Birmanie, le Conseil de sécurité de l'ONU demande la libération d'Aung San Suu Kyi. Nous suivons. Une délégation ivoirienne a atterri ce jeudi 22 décembre à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes et discuter de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays. Ce sera une nouvelle fois sous la médiation togolaise. C'est le ministre d'État chargé de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui conduit la délégation ivoirienne. Elle comprend également au moins un autre ministre ivoirien ainsi qu'un proche collaborateur du président El Hassan Dramane Ouattara. Volodymyr Zelensky a été reçu à Nairobi en Washington ce mercredi 21 décembre. Lors de cette visite, le président américain Joe Biden a notamment annoncé la livraison du système de défense patriote que l'Ukraine attend depuis des mois. Mais l'administration Biden reste réticente à fournir d'autres armes très sophistiquées réclamées par Kiev. Ce mercredi 21 décembre, Joe Biden a promis à son homologue Volodymyr Zelensky que les Ukrainiens ne seraient jamais seuls face à la Russie et que les États-Unis aideraient Kiev aussi longtemps qu'il le faudrait. Il a donc accepté d'apporter une nouvelle tranche d'aide militaire de presque $1 milliard, comprend notamment la livraison d'un nouveau type d'armes, une batterie de missiles Patriot. Enfin, il aura fallu presque 2 ans après le coup d'État militaire en février 2021 pour que le Conseil de sécurité vote une résolution sur la situation en Birmanie et demande la libération d'Aung San Suu Kyi. Le dossier birman est porté par le Royaume-Uni à l'ONU, mais les menaces chinoises et russes de veto n'avaient empêché de faire voter une résolution du Conseil, test qui a le plus de poids aux Nations Unies. Jusqu'ici, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se contentaient de déclarations formelles qui fragilisaient leur message. Ils montrent finalement une unité ferme vis-à-vis de la junte birmane avec cette résolution. Maintenant, place à la page sportive et classement FIFA pour démarrer. Le Sénégal cède officiellement son trône au Maroc, leader africain. Tottenham, Pape Matar Sarr impressionne le technicien italien Antonio Conte face à l'OGC Nice en amical ce mercredi soir. Olympiakos, l'agent de Pa Abou Cissé, ouvre définitivement la porte à un départ. Le suivant.
Installé à la première place du classement FIFA dans la zone Afrique depuis novembre 2018, le Sénégal a officiellement cédé son strapontin au Maroc, nouvelle première nation africaine après son excellente Coupe du Monde. Toutes les bonnes choses ont une fin, diront certains. Voilà donc, c'est fini. Après avoir passé 4 ans au sommet du football africain, au ranking FIFA en tout cas, ce qui est tout bonnement un record absolu, les Lions cèdent leur trône dans le nouveau classement qui a été publié ce jeudi 22 décembre 2022. Comme attendu depuis quelques jours, c'est le Maroc qui est passé par là. Et puis prenons notre envol vers l'Angleterre. Et avant de faire son retour en première ligue lundi avec un déplacement à Brentford, Tottenham a joué un dernier match amical contre l'OGC Nice ce mercredi 21 décembre. Les Spurs ont été tenus en échec, un but partout. Matt Doherty a ouvert le score à la 21e minute et le jeune latéral droit franco-sénégalais Antoine Mendy a égalisé pour les Aiglons à la 47e minute. Pape Matar Sarr, impressionnant de retour de la Coupe du Monde. Pape Matar Sarr a participé à cette rencontre. S'il a entamé la partie sur le banc des remplaçants, il a ensuite effectué son entrée en jeu de la reprise de la seconde période à la place du milieu de terrain danois Pierre-Emile Holsberg et 45 minutes ont suffi au jeune international sénégalais pour briller de son talent. En effet, du haut de ses 20 ans, Pape Matar Sarr a reçu 2 fautes, récupéré 3 ballons, remporté 4 duels et réussi 34 passes sur les 37 tentés. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur de Tottenham s'est déclaré être un grand fan de l'international pensionnaire de Génération Foot. J'ai beaucoup aimé son entrée en jeu, a fait savoir le technicien italien Antonio Conte. Enfin, arrivé à l'Olympiakos l'été 2017, Pape Cissé ne devrait plus s'éterniser dans le Pirée. Après avoir longtemps brillé sous le maillot du club grec, le défenseur central sénégalais ne semble plus faire partie des plans de ses dirigeants, notamment depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol Michel. Parfois blessé ou mis à l'écart, Pape Cissé, qui a porté le maillot à 145 reprises les couleurs de cette formation grecque, a très peu été utilisé par le technicien de 59 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien joueur de l'Olympiakos devrait donc partir dans les prochains mois, voire semaines. Son agent Federico Posterello a notamment évoqué l'avenir du champion d'Afrique. Dans un entretien accordé à Tito Mercato Web, l'Italien a clairement souligné que Pape Cissé n'ira pas avec l'Olympiakos au-delà de la fin de cette saison, alors que le joueur pourrait même s'en aller dès ce mois de janvier avec une possibilité d'atterrir en Italie. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition d'information sur la télé qui vous parle. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne fête de fin d'année par anticipation. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.